Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour depuis le sud de la France, avec les bruits, les odeurs de la garrigue environnante. Rébellion en Russie, Wagner s'est soulevé. Que faut-il en penser? Comme tout bon citoyen, sous la Macronie, je me suis d'abord réfugié dans les jupes de maman, c'est-à-dire BFM, pour savoir quoi penser. Parce que BFM, c'est la voix du système, la voix de son maître. Après, j'ai regardé France 24, LCI, j'ai lu Le Monde, Le Figaro. Et tout le monde pointe, tous ces médias du système pointent le danger des paramilitaires, le danger des mercenaires, le danger que représentent les armées privées. Il me semble que le sujet n'est pas là. Très humblement, le sujet, c'est la menace de rébellion des forces armées au sens large, militaires, police, gendarmerie, garde nationale si vous voulez, ça dépend des pays. C'est une menace, une vieille menace que tous les États ont dû gérer, qu'ils soient démocratiques ou dictatoriaux ou autoritaires. On n'a pas besoin d'être mercenaire pour se rebeller. Vous avez vu en France, en 1958, vous avez eu un mouvement militaire qui a mis De Gaulle au pouvoir. De Gaulle, le père de la Ve République, est arrivé au pouvoir grâce à un mouvement, des parades d'Algérie, il y a eu des problèmes en Corse, et finalement il y a eu un chantage qui a été fait sur les politiciens de la Quatrième République qui ont donné le pouvoir à De Gaulle, sinon ils auraient eu le coup d'état militaire. On est en 58 en France, on n'a pas besoin de Yevgeny je ne sais plus quoi, ni de Poutine, ni de la mafia russe. En 1940, vous avez une partie de l'armée française, et un peu plus tard aussi, qui a dit non, qui est rentré en mutinerie contre l'armée régulière, l'armée officielle, celle qui a accepté l'armistice. C'est l'appel du 18 juin, que nous avons célébré il n'y a pas si longtemps. Et l'armée d'Afrique, l'armée qui a reconquis la France, était une armée du style Wagner. C'est-à-dire c'est une armée qui est illégale. D'un point de vue légal, elle était dans la totale illégalité. De Gaulle a été condamné à mort. Et ces officiers-là, Join, Guillaume, Leclerc et de Tassigny, s'ils avaient été attrapés, ils auraient été fusillés. Selon la loi française, la loi militaire, la constitution française. Voilà. Donc quand tu donnes un fusil à quelqu'un, tu lui donnes le pouvoir de l'utiliser contre toi. Au Maroc, le roi Hassan II, il l'a bien compris, hein, 2 fois, en 71 et en 72, les militaires, ils ont failli le tuer. Ils ont retourné l'arme contre lui, dans les 2 fameux coups d'État. Il y a des coups d'État qui libèrent, comme celui de Gaulle, hein, en 40 et en 58. Ce ne sont pas des coups d'État aboutis, mais vous m'avez compris. Vous avez des coups d'État qui ne libèrent pas, qui installent une dictature ou un régime pire que celui qui était là avant. Je pense qu'au Maroc, si Oufri avait installé son régime, ça n'aurait pas été une démocratie. L'homme n'étant pas forcément un wokiste ni un progressiste. Voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on fait des gendarmes, des gens armés, des militaires? Comment on contrôle ces forces-là? Alors il y a la Constitution, l'état de droit, mais on s'assoit souvent dessus. Hein. On s'est assis dessus pendant le Covid, donc l'état de droit, c'est pas robuste à 100%. Il y a la société qui peut s'opposer, sortir dans la rue quand les militaires prennent le pouvoir. Bon, là, vous avez remarqué aussi que le courage n'est pas une vertu très développée ces temps-ci. Eh bien, il y a des techniques administratives avec le vent de la garrigue qui va pas nous aider, mais bon, acceptons la nature telle qu'elle est. N'est-ce pas, Madame Rousseau? Je vous rassure, je fais du compostage aussi, moi aussi. Hein, je recycle les déchets. Donc j'ai le droit de parler. Il y a des techniques qui sont des techniques issues du bon sens, hein, c'est-à-dire diviser les forces militaires. C'est pour ça qu'en France, vous avez une police et une gendarmerie. Vous avez 2 polices qui jadis répondaient à des ministères différents, l'intérieur et la défense. Ça n'a aucune explication logique. Ça permet juste de diviser les flics et les gendarmes, d'avoir des guerres de services. Vous savez, la guerre entre les services, elle sert l'État. Elle dessert le citoyen, mais elle sert l'État. Vous avez aussi la jalousie entre le parquet et les policiers, entre le parquet et les gendarmes. Ça sert l'État. Parce que si l'État voulait y mettre fin, il y mettrait fin en 2 jours. Hein.
On monte les uns contre les autres, les histoires de statut, d'ego, de retraite différenciée, de tout ça, de salaire différencié, de carrière différenciée. C'est divisé pour mieux régner. Dans l'armée, vous avez différentes armes. Vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, tout ça. On pourrait avoir une force combinée. Il n'y a pas de fatalité. On pourrait avoir une force comme les Marines américains, qui est à la fois une armée de l'air, une armée de terre, une infanterie et une marine. Hein. Les Marines sont les forces coloniales américaines. On dit marine parce que colonial, ça ne fait pas trop. Avec Rokhaya Diallo, tout ça, on ne veut pas de problème. Donc on dit US Marines. La France aussi avait ses forces de marine, qui étaient avant, elles ont été rebaptisées. Avant, il s'agissait des forces coloniales. Il y avait les parachutistes de la coloniale, le bataillon des parachutistes coloniaux. Après les années 50, on a fait du rebranding, comme on dit, on a fait du marketing, on les a appelés forces de marine. Ces forces étaient, les Marines américains sont complètes. Mais on fait toujours attention à monter les uns contre les autres. Dans les systèmes de communication, bien souvent, l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de la marine n'avaient pas les mêmes fréquences radio, ce qui est stupide. Parce que souvent, on fait des opérations combinées. Eh bien, les autorités préféraient perdre en efficacité que de courir le risque d'avoir des militaires qui communiquent entre eux facilement et qui peuvent donc conspirer. Parce que quand les militaires prennent le pouvoir, c'est en général au moyen d'un complot. Voyez-vous, au moyen d'un complot, hein, une conspiration. N'est-ce pas, monsieur, je ne sais pas quoi, là, le chasseur de complot, là. Bon, d'autres techniques existent, hein, c'est corrompre les militaires. Les corrompre, les installer dans le business. Plusieurs pays d'Amérique du Sud ont des armées qui sont des véritables entreprises. Oh, vous allez en Égypte. L'armée égyptienne est une armée de businessmen. Elle fait de l'agriculture, elle exporte des agrumes, elle fait du tourisme. L'armée cubaine. Les hôtels de Cuba, en général, sont détenus par des conglomérats de militaires. Donc quand le militaire il a de l'argent, il ne va pas faire la révolution. Parce qu'en général, il a une maîtresse, il a une BMW, l'argent a peur, comme on dit. Donc l'argent, il faut le thésauriser, il faut le stocker, il le met en Suisse, il le met au Panama, donc il devient vulnérable. Ça veut dire que tu es dessus, tu peux lui faire du chantage avec les Panama Papers, les Wikileaks, tout ça. Il commence à être un peu bedonnant, il aime le confort, il aime le luxe. Ce n'est pas en général des qualités que l'on trouve chez les putschistes. D'ailleurs, les coups d'État en général, je dis bien en général, hein, c'est une question de colonel et de capitaine. Parce que ce sont les gens qui ont encore faim. D'abord, qui sont jeunes. Capitaines sont entre 28 ans et 35 ans. En général, si tu fais une carrière normale, vous corrigerez les militaires si vous nous regardez. C'est les gens qui sont proches du peuple encore. Parce que le capitaine, encore, il n'a pas un grand appartement, il ne gagne pas très bien sa vie, donc il vit dans le peuple, il vit dans la réalité. Il vit avec ses soldats ou ses flics ou ses gendarmes. Ce n'est pas un général à Paris dans un hôtel, ou pardon, dans un bureau 4 étoiles climatisé qui fait du PowerPoint. Le capitaine, il est encore sur le terrain, donc on ne peut pas la lui faire, on ne peut pas lui raconter trop de pipeaux. Il ne fréquente pas les ministres, il ne va pas se faire intoxiquer par les journalistes de BFM qui vont lui dire qu'il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas d'inflation, tout va bien. En Algérie, les capitaines étaient très dangereux, parce que nous, on se rappelle des généraux d'Alger, mais les capitaines, ils ont poussé, au fait. Capitaine, colonel, lieutenant-colonel, vous savez, les gens qui sont proches du terrain. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de rébellion, mutinerie motivée par des généraux, hein. Franco, en Espagne, tout ça. Donc, il y a tout un service de surveillance de la pensée des officiers. Alors, j'ai oublié son nom, deuxième bureau, je ne sais plus quoi, je ne vais pas dire de bêtises. Il y a des renseignements militaires qui surveillent les militaires. Notamment ces jeunes officiers. Entre nous en France, si un jour les militaires se soulèvent, la police, même pas la peine, hein. La gendarmerie, je ne sais pas, mais si les militaires se soulèvent, ce sera en bas, hein, ce ne sera pas en haut. Ce sera en bas. Ce sera en bas. D'ailleurs, mon père avait côtoyé, enfin, il était à l'école avec des officiers putschistes marocain et l'un d'eux lui a dit, tu sais, je me suis soulevé parce que quelqu'un a violé ma sœur. Un agent d'autorité a violé ma sœur et je suis parti, elle n'a pas eu justice. Donc je me suis soulevé, j'ai fait le coup d'État, j'ai participé au coup d'État. Et c'était un capitaine de l'armée de l'air.
Parce que c'est des gens qui vivent la réalité avec ces injustices. Un type dans un bureau avec un sofa confortable, il pourra se poser des questions. Bon, il y a toujours des exceptions. Donc en France, si un jour une rébellion, ce sera militaire, elle viendra à mon avis d'en bas, pas d'en haut. Donc vous avez des structures de surveillance, de surveillance des réseaux sociaux, de ce qu'ils disent. Il y a des pour les mariages chez les militaires par exemple, je pense aussi chez les flics et chez les gendarmes, il y a des enquêtes préalables pour savoir, dans les pays du Maghreb par exemple, quand un policier se marie, il y a une enquête qui est faite sur sa femme et la famille de sa femme, et souvent il y a des refus. Parce que souvent on trouve que dans la famille de la femme, il y a un islamiste. Ah, c'est de la discrimination, hein, bien sûr. Il y a un salafiste, il y a un type, voilà. Il y a des repris de justice, il y a des trafiquants de drogue. Donc souvent on dit non. J'ai connu le cas dans ma propre famille, des mariages refusés. Vous avez une surveillance aussi des activités religieuses des militaires et des agents d'autorité. En France, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une surveillance d'activités politiques, syndicales. Et tant d'autres choses hein, qui ne me viennent pas forcément à l'esprit. Pour conclure, hein, le sujet est vraiment vieux, hein, ça n'a rien à voir avec les mercenaires. Au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe plutôt, il y a eu une affaire, un scandale en France, ça s'appelait l'affaire des fiches. Et où on a découvert que dans l'armée, il y avait une base de données, des fichiers qui étaient faits, pour savoir qui était franc-maçon et qui était catholique. Et l'idée était de discriminer les cathos. Grand scandale, c'est juste après l'affaire Dreyfus, hein. Ça doit être en 1900, je ne sais plus quoi. Ça a vraiment blessé l'armée française. Voilà, ce sont des techniques qui sont faites pour empêcher la conspiration. Parce que pour que les gens puissent faire un complot, il ne faut pas qu'ils se fassent confiance. Et comment organiser la méfiance collective, c'est comme ça. Tu dis les francs-maçons n'aiment pas les cathos, tu dis les bretons n'aiment pas les corses, tu dis la gauche contre la droite, tu dis les musulmans contre les autres, et ainsi de suite. Les aviateurs sont plus cool que les marins sont plus cool que les gens de l'infanterie, tu dis que les soldats sont des ploucs, et ainsi de suite. Les gens de l'armée de terre, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que tu achètes la paix. Et tout dirigeant, tout gouvernant, qu'il soit de gauche, de droite, dictateur ou démocrate, a besoin de dormir tranquille. Parce que c'est pas très drôle de se réveiller le matin avec une grenade dans la gueule et un billet d'avion pour l'exil ou de se faire décapiter. On n'a pas parlé de nos amis africains qui sont les spécialistes du coup d'État et des rébellions. Juste pour dire qu'au Burundi, je crois que sur les 5 derniers présidents, 3 ont été tués en exercice ou je ne sais pas quoi là. À vérifier. Au Guinée-Bissau aussi, ils sont très chauds. Très très chauds. Je crois que l'avant-dernier président, ils l'ont tué chez lui en plein sommeil, des parachutistes. Voilà, donc le sujet est très sérieux. Et ça n'a rien à voir avec le mercenariat. C'est le fait, quelqu'un qui a un fusil a le dernier mot. Hein, pour copier notre cher ami Zemmour, celui qui a le fusil a le dernier mot toujours. Voilà. À bientôt.